Ce qui nous amène à la production des études cliniques proprement dites. Alors vous savez, les études qui doivent nous informer sur les traitements qui fonctionnent et ceux qu'il vaut mieux éviter. C'est l'industrie pharmaceutique qui finance la majorité des études cliniques pour les médicaments. On en a parlé, environ 70%. Et elle le fait bien pour le développement de ses propres produits. Le développement d'un médicament coûte beaucoup d'argent. Les chiffres varient, mais on parle de centaines de millions de dollars pour une nouvelle drogue, par exemple. Cela signifie qu'un nouveau candidat médicament, s'il ne passe pas l'étape de l'étude clinique sur la population cible, les phases 2 et surtout 3 de développement, la perte de ce candidat médicament représentera une perte sèche pour l'industrie, bien entendu, qui produit le médicament. Alors, il y a donc une pression énorme pour que l'étude clinique soit fructueuse. En soi, on pourrait dire qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts puisque la compagnie paie pour le développement du médicament et s'occupe aussi du protocole, de la conduite de l'étude, de l'analyse des données et souvent aussi de l'écriture du rapport. Alors, bien entendu, les compagnies pharmaceutiques doivent rendre des comptes aux régulateurs comme la FDA américaine ou l'EMA en Europe, qui sont deux organisations qui décident de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Mais c'est la compagnie qui développe le médicament qui va aussi souvent financer et concevoir l'étude en la faisant alors conduire en collaboration avec des spécialistes dans le domaine, les investigateurs qui sont en rapport avec la recherche en question. Dans un monde idéal, et vous avez compris que nous ne sommes pas dans un monde idéal, la compagnie qui finance l'étude n'aura pas d'influence sur la conduite et les investigateurs seront financièrement et moralement indépendants. Le protocole de l'étude sera lui publié avant l'étude et les investigateurs auront par ailleurs accès aux données récoltées et seront aussi indépendants dans l'écriture du rapport de l'étude. En passant, les auteurs du rapport ne sont pas toujours ceux qu'on croit. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting qui est largement considéré comme moralement inacceptable et qui semble assez fréquent malheureusement. Bien entendu, il est difficile de savoir quand un conflit d'intérêts a influencé le résultat d'une étude clinique parce que ce sont des choses dont on ne s'empresse pas de parler, bien sûr. Alors, que ce soit l'industrie développement de médicaments ou l'investigateur de l'étude qui peut augmenter ainsi son prestige académique et ou son compte en banque. Le plus souvent, ce sont des éléments indirects qui nous permettent d'évaluer l'effet possible d'un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts ne signifie pas forcément qu'il y a eu déformation d'un résultat d'étude, mais le risque est bien entendu réel. Alors on sait par exemple que les études financées par l'industrie sont plus souvent positives que celles qui ne sont pas financées par l'industrie. Elles disent plus souvent « ça marche ». Et cela peut arriver pour de bonnes raisons, bien sûr, parce que le médicament marche vraiment. Alors, une étude pourra aussi avoir plus de chances d'être positive suite à une série d'autres problèmes, d'autres mécanismes, en plus de refléter, bien entendu, un possible effet réel du médicament. Alors, on a parlé du hasard et des biais. On peut aussi arrêter une étude plutôt que prévue sur un effet positif observé par hasard et qui aurait disparu si l'on avait continué l'étude jusqu'à son terme. Il y a aussi la possibilité de mettre dans le rapport final une sélection parmi l'ensemble des résultats obtenus et d'en omettre d'autres, incluant bien entendu l'omission d'effets indésirables importants, par exemple, ce qui, bien sûr, déforme l'image globale et est bien une forme de biais. Ce n'est qu'une sélection, je vous rassure, parmi tout ce qu'il est possible de faire avec les données d'une étude pour transformer un résultat négatif d'une étude qui nous dit, en une étude qui nous dit « ça marche ». C'est pour cela que le protocole, le plan d'une étude clinique ainsi que le plan de l'analyse statistique devraient toujours être publiés pour vérifier que l'intention originale n'a pas été modifiée par les résultats de l'étude. C'est aussi pour cela que les bases de données, des études cliniques devraient être mises à la disposition de chercheurs indépendants pour réanalyse. Bon, on peut rêver. Alors bien entendu, les études cliniques doivent maintenant toutes être enregistrées officiellement. C'est-à-dire, cela n'a pas toujours été le cas. Ainsi, des études pouvaient être faites et non publiées et passer sous le radar. Le problème de non-publication des résultats est encore problématique, mais la présence d'amendes pour non-publication ainsi que la pression du public commencent à être efficaces.
Les guides de bonne pratique imposent aussi de mentionner les possibles conflits d'intérêts dans le rapport publié de l'étude clinique, ainsi que les auteurs, ceux qui ont produit le rapport. Mais il y a des raisons de penser que ça n'est pas suffisant. Des outils comme Tacit de Cochrane pour aider à résoudre ces questions, notamment dans les revues systématiques de la littérature, sont actuellement en développement. Par ailleurs, les détails d'une étude clinique, détails rassemblés dans des volumineux rapports d'études cliniques, comme on les appelle, ou Clinical Study Report, ou CSR, sont obligatoirement présentés aux régulateurs. Ces informations sont considérées comme confidentielles, à la fois parce qu'elles contiennent les éléments permettant d'identifier les participants de l'étude, mais aussi pour certains éléments de secrets industriels que ces rapports peuvent contenir. En réalité, des moyens techniques existent et permettent de pratiquement éliminer ces problèmes. Il faut le vouloir, bien entendu. Alors, jusque récemment, seul le régulateur pouvait avoir accès au CSR. Cette situation change lentement, avec par exemple la nouvelle approche de l'IMA concernant la publication des données cliniques pour les médicaments à usage humain. Sous la pression d'ailleurs de membres de la société civile comme l'organisation alltrials.net, qui estime que la non-publication de ces rapports d'études cliniques représente un manque de transparence susceptible de faciliter la manipulation des résultats d'une étude clinique, ce qui n'est pas dans l'intérêt du patient, bien entendu. Alors, il est difficile de leur donner tort, évidemment, et l'histoire a déjà montré que l'industrie ne s'est en effet pas privée. Alors, vous pouvez aller lire sur le site du BMJ ou sur Cochrane la saga du Tamiflu, vous connaissez peut-être, qui est un antiviral utilisé contre la grippe. Bon, si vous ne dormez pas encore, vous aurez compris qu'un des problèmes, c'est la complexité de la méthodologie et de la législation. Et je vous assure, je n'ai fait ici qu'en toucher la surface. Les médecins ne sont pas formés dans ce domaine et pourtant ça détermine notre attitude thérapeutique au quotidien et au final l'adéquation de la prise en charge des patients. Alors, il est fondamental que nous, médecins, puissions avoir confiance dans ce que nous lisons. Pourtant, la symétrie d'information entre ceux qui sont experts dans la production scientifique et le médecin clinicien, eh bien, cette asymétrie permet aux premiers d'exploiter les seconds. Alors, mon expérience de clinicien me laisse penser que nos autorités académiques et administratives agissent à cet égard avec une certaine complaisance pour les uns et un certain laisser-faire pour les autres. Alors, il existe plus d'outils qu'avant qui nous permettent d'évaluer rapidement ce qu'on doit penser d'un traitement particulier. Par exemple, l'existence d'une méthodologie solide produisant les revues systématiques de la littérature, avec Cochrane par exemple, et des sites de bonnes pratiques professionnelles comme UpToDate ou BMJ Evidence. Une information qui est basée sur les meilleures preuves existantes, les revues systématiques de la littérature, on en a parlé. Alors, elles sont rassemblées ici par des spécialistes qui sont connus dans le domaine et oui, malheureusement, là aussi, on trouve des conflits d'intérêts. Rappelons-nous que des Key Opinion Leaders écrivent aussi des articles. En effet, si la matière de base, la science qui nous amène les preuves que nous utilisons tous les jours en clinique peut être déformée à la source, par l'influence de l'industrie notamment, et si nous acceptons ces perversions sans broncher, alors même un meilleur accès à l'information et une meilleure méthodologie en recherche n'amélioreront pas le sort du patient. Alors, l'espoir réside cependant dans des organisations qui œuvrent pour plus de transparence dans la recherche, comme je l'ai mentionné, alltrials.net, et l'éducation du public avec des sites comme testingtreatment.org. On peut espérer que ainsi la pression de la société civile sur le législateur fera le reste.